recherche d'efficacité, plus d'efficacité, meilleur collectif ensuite. Et votre formation initiale, Madame Marchal, c'est celle, je crois bien, de journaliste, c'est ce que j'ai pu comprendre dans notre entretien, préalable à cette conférence de ce soir. Et vous avez été membre de l'association supplémentaire, dont vous avez été la vice-présidente jusqu'au mois de juin dernier, donc c'est tout à fait récent. Donc voilà, pour vous donner le panel de vos activités. Je vais vous laisser la parole et évoquer justement le rôle de ce coach interne, cette définition. Alors, le coaching interne, en effet, moi je pense que j'ai... Je vais avoir besoin de process. Le coaching interne, ce qu'il faut... Et je partage avec vous, c'est qu'effectivement, quand je coach un client interne, j'utilise exactement les mêmes outils, les mêmes codes déontologiques, j'ai exactement la même posture quand j'ai quelqu'un qui fait uniquement du coaching, avec évidemment tout ce qu'a dit Simon sur les différentes facettes de mes interventions. C'est vrai que j'ai commencé grâce à Simon, et ça a été vraiment une chance énorme que Simon croit dans les compétences du coach, lui-même en particulier. J'ai commencé par faire du coaching d'une manière un peu empirique, avant même que Simon soit le directeur du bureau. Quand je me suis formé au coaching, très vite, il y a eu une sorte de buzz à l'intérieur du cabinet, et il y avait des gens qui avaient vivement besoin d'un accompagnement et qui sont venus me voir, assez confidentielle bien évidemment, en m'exposant leurs demandes. J'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, je fais exactement, mis à part effectivement la problématique du paiement, comment est-ce que ces gens-là allaient nous rétribuer, ce qui peut être un sujet dont on pourra parler, parce que je n'ai pas forcément la réponse à cette question-là. Et j'ai commencé effectivement à faire de l'accompagnement en interne. Simon est arrivé et a officialisé cette posture et à utiliser aussi les compétences qu'un coach peut avoir pour en effet faire de la maïotique. Le focus group dont Simon parlait, c'était des moments importants dans cette fusion, c'était des moments où il y avait effectivement la présence d'un cadre, d'outils, de méthodes, de bienveillance, d'écoute, de reformulation. Ça, je pense que je l'avais. Donc, je les ai mis au profit de cette communauté de consultants et de fonds consultants aussi, parce que je n'accompagne pas que des consultants, j'accompagne aussi des gens qui sont dans d'autres fonctions au sein du conseil. Et petit à petit, j'ai laissé venir vers moi des personnes qui ont formulé des demandes de façon très classique. Et là, on reboucle avec ce que les coachs qui sont dans la salle connaissent, les problématiques qui sont celles d'un passage en responsabilité, ou d'une période de vie plus ou moins complexe, qui peut effectivement associer, alors je ne fais pas du coaching de vie, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette dimension très humaine. On peut avoir quelqu'un qui se rend compte qu'il a des difficultés en tant que professionnel, émotionnel, parce que ça arrive aussi à une période de sa vie où il est perturbé, mis en difficulté avec d'autres facettes de sa vie plus privée, bien évidemment, mais je me fixe exactement les mêmes limites que je me fixerais avec un coaché externe, à savoir les champs sur lesquels je ne vais pas. Il y a des moments où effectivement il y a la prescription d'un accompagnement complémentaire thérapeutique parce qu'on voit que la personne a besoin d'aller vers d'autres éléments de vie et que là on n'est pas formé pour ça. Moi, personnellement, je ne suis pas psy. Et je ne mélange pas toutes les casquettes. Donc, que nous arrive aussi de donner ce type de conseils. Alors, à quoi, par rapport à un coaching, je dirais normal, à quoi se heurte un coach interne? Comme l'a dit Simon, on se heurte à des possibles conflits d'intérêts. C'est vrai qu'il peut y avoir un conflit de promiscuité, on va dire. Si je suis amené, par exemple, très concrètement, à travailler, à faire une mission avec un consultant, ou une consultante qui, par ailleurs, que j'accompagne par ailleurs en coaching, je risque d'avoir un vrai souci. Un vrai souci parce que je vais connaître d'elle, de lui, des choses que je ne devrais pas, en tant que collègue, connaître. Et ça va peut-être transformer ma vision d'elle, et puis ça transformera sa vision aussi d'elle ou de lui sur moi.
Donc évidemment, il y a des gens, s'ils me demandent de les accompagner, que je référerai à des collègues en externe, que je ne prendrai pas d'accompagnement interne, parce qu'il ne faut pas non plus tout mélanger, parce que dans ces sociétés où le management est finalement très plat, où on est peu accompagné finalement, on a peu de coaching interne en dehors d'avoir un vrai coaching interne prescrit ou choisi. On n'a pas des managers coach comme dans certaines entreprises. Pas une posture vraiment des managers de conseil, des managers coach. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des moments, des limites, et des gens. Non, simplement, on a quelqu'un qui vient me voir et on dit non, je ne ferai pas le chemin avec lui ou avec elle parce que, comme avec le choix d'un client externe, ça ne passera pas, ou ça passera trop, ou je serai trop dans la connivence, ou son histoire me rappelle trop la mienne, trop de miroirs, trop... Bon, ça peut être un vrai sujet. Ce qui est un vrai sujet aussi, c'est, et tu l'as dit Simon, les aspects de confidentialité. Il faut toujours rappeler évidemment le cadre. Nos échanges sont absolument confidentiels. Il est évident que je ne vais pas aller me précipiter chez Simon ou d'autres pour rapporter quoi que ce soit de ces échanges que nous ferons, comme dans un coaching traditionnel, s'il est prescrit un démarrage entre modulaire, puis un bouclage également avec le manager prescripteur. Ça se passe rigoureusement de la même façon en coaching interne ou en coaching non interne. Le sujet sur la rétribution est un bon sujet. Que je m'adresse déjà à moi, on va parler avec Simon aujourd'hui. Ce coaching-là, le temps que je passe par exemple à accompagner des collègues, comment il est valorisé pour moi, ne serait-ce que pour moi déjà. Pour l'instant, il ne l'est pas. Il ne l'est pas et on en discute très ouvertement parce que c'est important pour moi d'être aussi reconnu dans le temps que j'investis, dans le temps que je passe dans un cabinet de conseil, je me rappelle, qui est très axé sur les résultats, les chiffres, les ventes, les heures chargeables, etc. Comment ça se passe? Ça reste un petit peu en interrogation. De la même façon, je pense qu'il faudra qu'on se pose la question, Simon et moi, de comment on va demander évidemment aux gens, dans les accompagnements futurs, parce que ceux qui sont faits, de marquer leur contribution. Ils ont eu un service finalement. J'espère un bon service. Bon, ils ont tiré des éléments, j'espère positifs, mais comment il y a eu don, il n'y a pas de contre-don, c'est pas fait. Alors ça risque aussi de les mettre du coup un peu en porte-à-faux avec moi. Et d'ailleurs, je me souviens, avant même que Simon arrive, je vous ai dit que j'avais coaché de manière peut-être empirique, tout en utilisant les bons outils, mais à un bouclage d'un des premiers coachings que j'ai effectué, la personne m'a dit voilà, j'ai un vrai problème, je ne sais pas comment te remercier. Est-ce que je dois te faire un cadeau? Ma réponse avait été, je vous le partage, écoute, moi, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est d'intégrer ce que tu as vécu avec moi et le moment venu, d'en faire finalement écho, soit un client, soit un collègue, de façon à ce que je continue ma vie de coach. Ça serait un super cadeau pour moi. Mais ça reste un sujet. Ça reste un sujet parce que je pense que ce n'est pas ça non plus pour la personne qui bénéficie de ce service, de l'avoir juste en mon service. D'ailleurs, on a constaté que certaines personnes prenaient un petit peu de liberté quand on ne paye pas, quand on n'a pas d'engagement et quand on a des petits qu'on a. C'est vrai. Alors, première fois, on peut être en retard, deuxième fois, on peut décaler rendez-vous. Et alors là, je fais des rappels au règlement très fermes, parce que je ne suis pas non plus un libre-service, un peu un libre-service. J'ai ma vie, j'ai mes clients, j'ai mes missions, etc. J'ai d'autres coachés. Et je rappelle au règlement, je dis voilà, le coaching, c'est ça. Mais c'est un service, c'est un chemin pour faire mieux, c'est la co-construction, et c'est aussi la co-responsabilité. Et cette responsabilité-là, il faut qu'on la partage. C'est pas je te nourris, tu prends une petite miette et tu t'en vas. C'est pas ça. Donc il y a des gens qui ont besoin, plus que d'autres d'ailleurs, de réentendre cette petite musique plus souvent que les autres. Le bilan, au bout d'un an, c'était un an officiel et puis 2 ans au total, pour moi reste quand même très positif. Je pense que la dimension qu'on va avoir à creuser encore, c'est un problème de lien en effet avec l'équipe managériale.
comment je peux transformer cette pratique du coaching plutôt individuel, puisque chez, en tout cas, Thomas Watson, je suis un coach d'individu, ce n'est pas finalement ma posture professionnelle, quand je suis plutôt en observant les gens de coach à l'extérieur, quelqu'un qui accompagne des équipes. Et où, je ne sais pas, il faudra discuter avec Simon et faire un choix. C'est-à-dire où je me cantonne, ce qui est une logique positive pour moi, à ce rôle de coach interne d'individu, où effectivement on trouve, et quelque chose qui nous rend tous les deux, une nouvelle posture qui ferait de moi le coach de l'équipe des managers. Alors j'ai toujours eu cette posture, je dirais, d'accompagnante. Je ne mettais pas le mot coaching à l'époque, quand j'ai démarré dans ce métier il y a 12 ans, je ne mettais pas coach, mais j'avais déjà cette posture d'écoute, de reformulation, un peu de maïeutique, d'aider le dirigeant de l'époque qui n'était pas Simon à prendre du recul sur sa pratique, sur ses équipes. Après, il y a eu cette dimension officielle, et maintenant, la question est, peut-on être à la fois, et c'est une... Là, j'entends aussi les retours, des témoignages, des conseils, la communication, peut-on être à la fois le coach d'une équipe de managers et de certains, finalement, de leur N-1. Je ne suis pas complètement sûre de la réponse que j'ai. Je ne vais pas me transformer, donc je sais la posture que j'ai de facilitateur, c'est comme je le disais, ça me va assez bien, que je ne pas en telle au sein de l'équipe. Mais est-ce que ça ne risque pas de compliquer des choses qui sont déjà parfois pas totalement simples, d'être à la fois un interlocuteur privilégié de certains individus et également un accompagnateur de l'équipe. Voilà, je peux partager ça. En réalité, Marion Marchal voulait de définir le coaching interne, présenter ses aspects bénéfiques. Pourquoi est-ce que c'est risqué? C'est un rôle dans l'entreprise qui est aujourd'hui en définition. C'est un peu la question que je pose, et que je pose aussi au public ici présent, avec un retour du voyage possible de coach interne dans cette salle. Le principe de la conférence, c'est la réflexion collective. Est-ce que c'est un modèle efficace mais en même temps risqué? Et comment, aujourd'hui, quel rôle peut-on donner au coaching interne dans l'entreprise? Définir, cadrer, comme on l'avait fait déjà. Nous pouvons passer la parole. Je vais demander à ma chère secrétaire à nous. Le micro va circuler. Merci, cher collègue Puiset, coach. J'ai une question qui est liée à la règle que nous avons en coaching, à savoir le contrat. Comment en interne vous ficelez le contrat avec le client. Subsidiairement, je voudrais poser une question sur l'image que vous pouvez véhiculer en entreprise comme coach de la performance et se renfermer dans la performance d'entreprise. Alors, je peux peut-être répondre sur le contrat et puis laisser Simon et vous donner quand même aussi ma avis sur la performance. Bon, le contrat, c'est vraiment rigoureusement le même que celui que j'utilise avec les clients externes, c'est-à-dire qu'on part vraiment dans les mêmes conditions. On fixe, on trace le contour de cette relation-là. Je passe beaucoup de temps aussi à expliquer ce que le coaching n'est pas. Je pense que c'est très important aussi de faire la zone là-dessus. Et je le rappelle aussi souvent, quand on disait que le télérappel ou règlement, c'est vrai que souvent, peut-être
souvent d'ailleurs en interne qu'en externe, j'ai besoin de rappeler ce que j'ai constaté. Est-ce que c'est parce que les consultants sont bâtis comme ça ou pas? C'est que plus souvent que les clients externes, les consultants essaient de me soutirer des recettes de cuisine finalement. Et c'est très drôle, mais vraiment, j'ai comme ça des souvenirs très précis de séances qui s'arrêtent, voilà, on s'arrête, on vérifie qu'on est bien arrivé là où on est arrivé. Et puis il se passe 5 minutes, 10 minutes, où là, où les personnes continuent à établir le contact avec moi, et vraiment là, on passe, bon, maintenant, voilà, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, là, on revient un peu dans le conseil, dis-moi ce que je devrais dire, ce que je... Et bon, c'est très amusant ça. Je pense que le consultant est quand même une urgence très particulière, il y a vraiment... et d'ailleurs, je peux juste, avant de répondre au deuxième point, ce que disait Simon sur la connaissance du milieu. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui, sur le plan éthique, est un peu étonnant à entendre, puisque moi, ce que j'ai appris dans les formations au coaching, c'est que peu importe finalement qu'on soit dans un milieu d'ingénieurs, de visiteurs médicaux, je sais pas moi, militaires, que sais-je, on n'a pas besoin d'être imprégné du milieu pour avoir un bon accompagnement. Or là, c'est vrai que le fait que je sois moi-même consultante et exploratrice de ce milieu et aussi témoin privilégié de la vie qui est la mienne, ça nécessite d'avoir à certains moments ce regard méta, encore plus méta peut-être que d'habitude, pour prendre cette distance-là et dire voilà, j'oublie ce que je sais et je les vois dans ma virginité initiale. Ça, c'est un travail pour moi supplémentaire. Alors, performance, pour moi, évidemment, je ne suis pas le coach de la performance, je veux dire que je vais avoir peut-être moi ailleurs, le coach plutôt du mieux vivre au travail. Mais je n'adhérerai pas bien sûr à cette question d'être le coach du management, on est là pour que le consultant fasse plus d'heures et plus de clients. Non, bien sûr que non. C'est un bénéfice second. Oui, absolument. On n'a jamais utilisé le terme coach de la performance. J'aime pas beaucoup ce terme. Ça sonne un peu, on va formater pour avoir des livrables bien définis. C'est pas du tout ça notre démarche. C'est tout à fait ce que Marie disait. Évidemment, in fine, on a besoin de salariés qui soient performants, mais pour qu'ils soient performants, il faut qu'ils soient bien dans leur peau. Et l'offre de coaching est avant tout un discours de bien-être, qu'on veut des salariés qui soient contents. Et qui, s'ils ont besoin d'aide en termes d'accompagnement, qui l'aident. Et on ne veut pas non plus cloner les gens, c'est très important. On veut que chacun reste ce qu'il est. J'ai abordé tout à l'heure le fait qu'un des avantages du coaching interne, c'est que le coaching interne connaît les valeurs de l'entreprise. Mais ça reste là, c'est-à-dire qu'il y a un cadre quand même qui est là, mais qui est très vaste. Et voici les valeurs de l'entreprise et voici comment on veut vivre ensemble. Et à l'intérieur de ce cadre-là, vous devez trouver votre propre voie. Donc c'est complètement dissocié, d'autant plus qu'on ne veut pas que, moi je ne veux pas que le coach se substitue au manager. Le manager doit gérer probablement l'aspect performance de l'individu en termes d'objectifs de l'entreprise. Et le coach a un rôle complètement différent, qui est d'accompagner le salarié lorsqu'il a un problème, ou même de façon plus positive. Et c'est ça aussi ma réflexion, c'est que j'en suis maintenant au stade où on réfléchit en disant comment est-ce que je peux faire en sorte que le coach interne ne soit pas uniquement appuyé lorsqu'il y a un problème, mais il soit aussi systématiquement là pour accompagner les gens afin de promouvoir l'amélioration continue des individus et du mieux vivre ensemble. Voilà. Bonsoir, Cyril Estrébois, je l'ai vert également. Vos remarques m'ont aidé en mode trois réflexions.
je voudrais partager avec vous. L'une, peut-être à cause du vocabulaire que vous avez utilisé, vous avez parlé seulement de parties prenantes, concernant Marion, partie prenante parce que membre du cabinet. Et puis, à un moment, vous avez dit il y a du répondant. Et ça a évoqué pour moi quelque chose de l'ordre du rapide, de l'efficacité en quelque sorte. Et en même temps, d'une fermeture. Ce n'est pas le critique, mais simplement que la vitesse, parfois, ne produit pas tout, ne permet pas à la graine de produire tout son fruit en quelque sorte. Et donc c'était une question, oui, la rapidité n'est pas limitante. C'est un premier échange. La deuxième chose est une remarque sur la fonction de Marion dans le cabinet. Aujourd'hui, pendant un an, être coach interne et produire de bons fruits et faire beaucoup de bien, c'est certainement une réalité. Et la difficulté, en fait, celle que j'anticipe, c'est Marion demain, Marion dans 3 ans, 4 ans dans le cabinet, avec d'éventuelles évolutions, avec un changement hiérarchique de position et éventuellement de véritables difficultés qui doivent se révéler à ce moment-là, parce que d'anciens coachés en viennent à avoir soit des rapports hiérarchiques inattendus ou des relations transverses qui pourraient devenir complexes. Je n'ai pas d'exemple à donner, mais voilà, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit, qui peut être vraiment pour moi un sujet de réflexion et d'inquiétude, en quelque sorte, sur le devenir du coaching interne pour cette raison-là. Ma troisième remarque est sur le paiement. Il se trouve que j'ai une réflexion personnelle sur ce sujet parce que j'ai peut-être dans mes futurs clients